Chapitre 1. Reine par design. En grandissant dans la banlieue de Détroit, je ne connaissais aucune célébrité et probablement comme vous, je savais que je voulais en devenir une. Comme tant de petites filles naturellement enthousiastes, je n'ai jamais fui la lumière des projecteurs. Je dansais dans les récitals de ballet, jouais dans toutes les pièces de théâtre de l'école et j'étais incroyablement talentueuse sur mes patins à roulettes. Je suis même arrivée première avec ma routine de la Belle et le Clochard. En plus de mon désir d'amuser les autres, une chose qui me tenait profondément à cœur était d'aider les gens. Je me souviens qu'en première année, ma maîtresse, Madame Smith, avait fait créer à notre classe un livre collectif, presque aussi grand que nous, des enfants de 7 ans, relié avec de la ficelle. Il s'intitulait « Quand je serai grande ». Nous avions tous dessiné avec des crayons de cire à quoi ressembleraient nos vies idéales dans le futur. Pompiers, ballerines, policiers, infirmières et astronautes y figuraient. Ma contribution proclamait « Je veux être conseillère pour aider les gens ». J'avais un enthousiasme pour une vie glamour et pleine de sens. Mes parents, ma mère et mon père, encourageaient mes instincts naturels, m'inculquant que le ciel est la limite, ou du moins c'est ce qu'il semblait, et que tout était possible. Cependant, j'ai aussi reçu des messages mixtes de la société de la culture qui disaient « Contente-toi de ce que tu as. Tu dois travailler vraiment, vraiment dur pour gagner de l'argent. Tu dois être responsable et pratique pour un jour te marier et avoir des enfants. » Mes parents étaient enseignants et comme la plupart des mères et des pères, ils voulaient le meilleur pour leurs enfants. À la maison, après l'école, mes journées étaient remplies de jeux de poursuite avec les enfants du quartier. De devoirs terminés juste à temps pour regarder La petite maison dans la prairie et de répétitions du canon de Pachelbel pour mon prochain cours. Mes parents travaillaient dur et étiraient chaque dollar pour offrir à mon frère et moi une maison dans un quartier avec d'excellentes écoles publiques, de nombreuses activités parascolaires et des aventures estivales amusantes, y compris des séjours en camping et plus tard la participation de Interlochen National Music Camp. Ils faisaient tout ce qu'il fallait en tant que parents. Ils m'ont inculqué d'être gentil avec les autres, d'aller à l'université, de trouver un emploi et de toujours rendre mes livres à la bibliothèque à temps. J'étais reconnaissante, mais en secret, je me préparais à quelque chose de bien plus grand qu'une vie à Détroit dans le Michigan. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais avec le recul, je vois maintenant que dès le départ, ce monde n'est pas conçu pour que des femmes comme nous expriment pleinement leur être. Ce monde est conçu pour que vous soyez soit célèbre, soit une personne qui aide les autres. Vous pouvez gagner de l'argent pour profiter d'un style de vie luxueux ou faire une différence dans le monde. Cette vision du soit l'un, soit l'autre allait à l'encontre de ce que chaque petite fille, avant l'âge de 7 ans, sait comme étant sa vérité la plus profonde. Un jour, elle sera reine et en tant que reine, elle vivra une vie épique. Comme probablement vous, j'avais imaginé jouer un rôle de premier plan sur la scène de la vie. Dans mon imagination débordante, j'étais destinée à une carrière qui aurait un impact mondial, à un amour romantique légendaire et à un style de vie cosmopolite, qui m'emmènerait bien au-delà de mes racines sensées et conservatrices du Midwest. Ne vous méprenez pas. J'appréciais ma vie tranquille en Amérique centrale. C'est juste que certaines contraintes et mentalités que je connaissais ne me correspondaient pas, comme faire mes courses uniquement dans le rayon des soldes, pouvoir à peine me permettre une université dans mon état et considérer qu'un voyage de rêve signifiait rouler sur l'autoroute 75 pendant 2 jours et demi pour aller en Floride. À contre-cœur, j'ai fait tout cela. J'ai suivi toutes les règles et maintenu des notes suffisantes, prétendument mon billet en or. Imaginez mon désespoir quand cela ne m'a conduit qu'à l'Université Western Michigan, à une adresse postale Kalamazoo. Ce n'est pas moi, criait mon âme en protestation. Vivre ici,
Pour moi, c'était la capitale de la médiocrité. Obtenir un diplôme en communication parce que c'est ce que les adultes de ma vie m'avaient dit de faire m'a plongé en larmes pendant 3 années entières. Ce ne pouvait pas être ma vraie vie. Je me voyais avec une profession significative impactant positivement les vies des autres tout en assistant à des galas à New York et à des opéras à Vienne vêtus de Versace et de Valentino. À la place, je me retrouvais en combinaison de ski, gravissant une colline avec mon énorme sac à dos, perdant mon temps à suivre des cours généraux ennuyeux comme l'économie et l'astronomie et détestant généralement la vie. Pendant mon 3e hiver rigoureux à Kalamazoo, j'en avais assez de cette ville qui, selon la rumeur, avait vu Elvis pour la dernière fois. Je ne pouvais plus ignorer les drapeaux rouges indiquant que j'avais complètement dévié de la trajectoire qui me mènerait à la vie épique que j'avais imaginée pour moi-même. Je ne savais pas quoi faire ni qui pourrait me sauver de cette existence morose, où la meilleure option semblait être d'assister à des fêtes grunge dans des sous-sols où la musique de Kurt Cobain résonnait de manière agaçante. Alors que je passais à l'âge adulte, impatiente d'embrasser mon style bientôt glamour, je réalisais que nous étions au début des années 90, une époque où il était presque illégal de paraître soigné ou d'avoir passé une brosse dans ses cheveux au cours des 3 dernières semaines. J'avais besoin d'une victoire. Je me suis donc tournée vers la relation à laquelle je m'étais toujours fiée en cas de crise existentielle. Cher Dieu, aide-moi, je t'en prie. Montre-moi le chemin vers une vie magnifique et pleine de sens. Je demande un miracle. Je sais que tu m'as créé pour plus que cela. Et parce que demandez et vous recevrez, quelques semaines après avoir envoyé ma prière au ciel, une amie d'enfance d'Interlochen a appelé, comme par hasard, pour prendre de mes nouvelles. Abigail me raconta combien elle aimait la vie universitaire à American University à Washington, D.C. Elle parlait de nouveaux amis, de fêtes amusantes, de rencontres avec des personnes intéressantes du monde entier, de pique-niques sur le National Mall et d'une expérience absolument fantastique. Quand je lui ai partagé mon récit peu reluisant de la vie universitaire, elle m'a encouragée à la rejoindre dans ce qui ressemblait au centre de l'univers. Puisant profondément dans mes rêves d'enfant, je décidai de croire qu'une vie universitaire meilleure était possible et j'ai immédiatement agi sur ce qui clairement était la réponse à mes prières. J'ai soumis de nombreuses candidatures pour des stages d'été et on m'a offert un poste dans une organisation à but non lucratif, le National Center for Victims of Crime. J'étais ravie de pouvoir être au service de notre capitale nationale, un lieu rempli de personnes ambitieuses et au sommet de leur art. Pour la première fois, je sentais que ma contribution pouvait avoir un but et un sens avec un impact à grande échelle. Enfin! Non seulement je me levais chaque matin avec enthousiasme pour aller travailler, mais je ne cessais de rencontrer des amis fabuleux. Ma vie sociale prospérait avec des soirées à Georgetown, des week-ends sur les plages de l'Atlantique et des événements en milieu de semaine où je croisais des personnes brillantes travaillant au Congrès, dans des comités d'action politique ou des think tanks. J'adorais ma nouvelle vie et il était hors de question que je la quitte simplement parce que l'été était terminé. À l'automne de ma dernière année universitaire, j'avais obtenu un stage prestigieux consistant à donner des conférences publiques à la Cour suprême des États-Unis. Et pour mon second trimestre, j'ai décroché le Saint Graal des stages. Travailler pour le chef de cabinet du bureau de la Première Dame à la Maison-Blanche. Ma vision d'une vie épique venait de toucher le jackpot. Me voilà entrant quotidiennement dans l'Old Executive Office Building, adjacent à l'aile ouest tant convoité. Cela ne devenait jamais banal.
Les femmes du bureau d'Hillary Clinton étaient incroyables, puissantes, brillantes, déterminées, généreuses et agréables à côtoyer. Elles étaient pleinement engagées à rendre le monde meilleur, tout en se traitant mutuellement, ainsi que tous ceux présents au bureau, y compris moi, avec le plus grand respect. Elle me permettait de jeter un coup d'œil à des dîners d'État, d'assister à des décollages d'hélicoptères et même de participer à quelques réunions non classifiées juste pour que je puisse observer et apprendre. C'était glorieux. C'était la première fois que je voyais de près des modèles de reines vivants, selon moi une vie épique. Puis le moment est venu d'obtenir mon diplôme. Après l'avoir reçu, j'ai accepté un poste rémunéré dans une entreprise privée dirigée par un acteur influent du monde politique. Cependant, j'ai rapidement découvert qu'il ne vivait pas selon les principes éthiques qui avaient été exemplifiés par mes superviseurs précédents. Au bout de quelques mois seulement, j'ai démissionné. J'avais entrevu le côté sombre de ce qui peut se produire dans l'arène politique en travaillant pour cet égocentrique qui a fini par être impliqué dans un scandale international. Bien que ses manigances m'étaient totalement inconnues, j'ai découvert à l'âge de 21 ans ce que signifiait être coupable par association. Par définition, cela m'a fait exiler de la vie telle que je la connaissais. Nous discuterons davantage de ce que signifie être exilé dans le chapitre 4. Ne voyant aucune autre option et dans un brouillard de confusion, je suis retournée vivre chez mes parents à Détroit. Là, je me retrouvais entourée de jeunes vingtenaires qui trouvaient excitant d'aller à des rave parties dans des entrepôts abandonnés. Quelle chute de grâce! Je sentais que ma vie professionnelle était terminée avant même d'avoir réellement commencé. Je sombrais dans une dépression, ayant suivi toutes les règles sans avoir une identité directement attachée à des positions prestigieuses dans les institutions les plus influentes du monde. Je me sentais perdue. Mais admettre cela publiquement, impossible pour moi. Ce que je pouvais faire, cependant, c'était m'inscrire à un programme d'études supérieures pour que ma vie sonne à nouveau impressionnante. J'allais en thérapie 3 fois par semaine pour me retrouver. Et après 1 an d'exploration intérieure qui aurait impressionné Freud lui-même, j'ai découvert un programme de maîtrise en psychologie clinique et humaniste. À mes yeux, cela allait être une excellente excuse pour une année socialement acceptable de développement personnel. Au cours de ce programme, j'ai fait bien plus que me retrouver. J'ai appris de première main ce qu'est le potentiel humain. Je me suis prouvé que toute femme prête à évoluer pouvait créer tout ce qu'elle désirait, ce qui est finalement devenu le sujet de ma thèse de maîtrise. Vivre une vie sans limite. Mon enfant intérieur faisait des 8 sur des patins à roulettes de joie dans mon cœur. La vie épique revenait lentement mais sûrement en vue. Après avoir obtenu mon diplôme, je suis devenue psychothérapeute agréée et c'était à mon tour de faciliter ce processus excitant de changement et de transformation pour les autres. J'étais émerveillée par la résilience de l'esprit humain. Des femmes ayant survécu à des abus sexuels guérissaient. Des mariages ayant traversé des infidélités ressortaient plus forts qu'avant la trahison. Des enfants bouleversés par des divorces faisaient la paix avec une nouvelle définition de la famille. Des adolescents en colère, anxieux, voire suicidaires, retrouvaient la joie intérieure et la confiance en eux. Des personnes dépendantes vivaient des éveils spirituels qui les menaient vers la sobriété. Nous étions tous témoins, encore et encore, de miracles en puisant dans les terrains psychologiques et spirituels intérieurs. J'étais extrêmement reconnaissante d'avoir été guidée à transformer ma propre dépression, ma douleur et mon exil professionnel en une carrière profondément significative. J'aimais tellement cela que le pragmatique Midwestern en moi n'arrivait pas à croire que je recevais un salaire régulier pour faire ce que j'aimais. Surprise, surprise!
2 diplômes plus tard, la légende de la sécurité financière n'était toujours pas prouvée vraie. Mystérieusement, après avoir fait tout ce qu'il fallait, je me retrouvais avec 75 000 $ de dette étudiante, mes cartes de crédit au maximum et une première ligne avec Dolores chez HSBC, suppliant qu'on ne me facture pas à nouveau des frais de retard. Oui, je gagnais un salaire, mais pas assez. Malgré mon éducation supérieure et mon expérience gouvernementale, j'étais incapable de gagner un montant décent, encore moins de créer un impact majeur dans le monde et d'être cette meneuse influente que je rêvais de devenir. Comment cela pouvait-il être ma vie épique? Encore une fois, j'avais suivi toutes les règles. À part payer mes factures à temps, j'avais tout fait correctement. Je suis allée à l'université, j'ai obtenu les postes, décroché les diplômes et je n'ai pas fait la fête. Ennuyeuse, je sais. Essayez d'être moi à 28 ans. J'étais prête à travailler dur, à aider les autres et à être une bonne personne. Et pourtant, en avançant vers mes 30 ans, je me retrouvais complètement désarmée, endettée, me sentant seule et invisible, travaillant 75 heures par semaine, ne progressant nulle part, incapable de décrocher un rendez-vous amoureux pour sauver ma vie, et oui, pire encore, vivant chez mes parents dans le Michigan, en me demandant pourquoi ma vie n'était pas fabuleuse. Je sais que je ne suis pas la seule femme dans l'histoire du monde dont une ère comme celle-ci fait partie de son histoire. Peut-être que pour vous, une vie épique a un aspect différent, mais la douleur de se sentir coincée est toujours la même. En tant que femme, si nous ne faisons pas consciemment le choix d'être la reine de nos vies épiques, nous finissons souvent par travailler très dur comme on nous l'a appris et pourtant nous ressentons secrètement une tristesse car rien ne change réellement. Besoin d'une preuve? Prenons un inventaire rapide de l'année passée. Combien de votre vie est restée relativement la même? La bouée de sauvetage ou ce petit excès de poids que vous essayez de perdre depuis des mois, le solde bancaire plus bas que ce qui vous mettrait à l'aise, la vie sexuelle qui n'a rien de palpitant ou même l'absence totale de celle-ci, le même cercle d'amis toujours à se plaindre de patrons insupportables, des dépenses imprévues ou d'un partenaire qui promet de quitter sa femme mais ne le fait jamais, les frustrations familiales qui se rejouent encore et encore depuis l'époque paléolithique, supporter de vivre dans un lieu que vous tolérez plutôt que de faire ce qu'il faut pour emménager dans une maison qui vous inspire et que vous aimez vraiment, une carrière exigeante qui n'évolue pas vraiment, vous laissant dépendante d'un espoir vain d'un jour. Si vous travaillez assez dur, vous finirez par réussir. Une garde-robe qui n'a pas été correctement mise à jour depuis que Lincoln était à la Maison-Blanche. Peut-être si vous êtes chanceuse, au moins un domaine de votre vie a connu un changement significatif pour le mieux. Pourtant, en tant que reine, cela ne suffit pas pour vous. Si vous vous demandez, la vie est-elle censée être aussi lente, aussi difficile, aussi lourde? Où est le bon cantique? Est-ce que tous les miracles ont quitté la scène? La réponse est non. Ce n'est pas que les miracles ont disparu, c'est que nous avons cessé d'y croire ou même de les envisager. Être assise à votre table de cuisine dans votre pyjama de la veille à faire défiler votre ordinateur portable tout en étant accablé par une charge de travail interminable, ce n'est pas ici que vos journées sont censées se dérouler pour toujours. La seule raison pour laquelle elles le sont, c'est parce que nous sommes tombés dans le piège d'un état d'esprit limité. Et avant aujourd'hui, vous pensiez que le plus grand accomplissement que vous pourriez avoir cette année serait d'enfin terminer le tri de votre placard commencé l'été dernier. Votre vie épique commence avec un état d'esprit de possibilité. Elle ressemble plutôt à ceci: démarrer un side hustle, guérir d'un trouble alimentaire, obtenir cette promotion, se présenter à une élection, courir un marathon, ou encore cocher un safari en Afrique sur votre liste de choses à faire. Et bien que vous ayez autrefois pensé que vous seriez chanceuse d'avoir un rendez-vous décent 2 fois de suite,
Votre vie épique inclut un amour légendaire avec votre âme sœur. Comment tant de femmes intelligentes comme nous se retrouvent-elles coincées à se contenter de moins que leur pleine gloire? Nous avons laissé l'idée d'une vie épique disparaître de nos mentalités. On nous a appris à suivre le statu quo, à payer nos factures en ligne, à lire Jane Austen et à illuminer nos pommettes avec du maquillage, mais on ne nous a pas appris à prospérer. Nous avons été programmés pour être une bonne femme, une bonne épouse, une bonne maman et bien sûr une travailleuse acharnée. On nous a appris à nous concentrer sur les missions importantes, faire plaisir à notre homme, à notre patron et au département des comptes à recevoir chez Amex, tout en gardant un toit au-dessus de la tête de nos enfants. Et donc, nous n'avons pas vraiment eu le temps ni les ressources mentales pour réfléchir à notre plus haute vocation. Sérieusement, quand quelqu'un vous a-t-il demandé pour la dernière fois « Que voulez-vous vraiment ?» Plus probablement, on nous a dit par des voix bruyantes dans la société que tout ce que notre esprit désire est trop irréaliste, trop cher ou trop improbable pour se produire. Alors pourquoi même demander? Quand les voix des autres deviennent plus importantes que la nôtre. Faire passer les voix des autres avant la nôtre engendre du doute de soi et de l'auto-abandon. Au premier murmure de « tu ne peux pas », que vont-ils penser ou ce n'est pas possible, nos rêves bien-aimés sont envoyés directement au cimetière. C'est comme si, à moins qu'un panel de juges célèbre nos idées devant un stade de fans en délire, nous pensions que nos visions ne peuvent pas fonctionner. Et pour empirer les choses, le monde considère qu'il est irresponsable pour une femme de prendre des risques, d'être sauvage, audacieuse, passionnée et courageuse au point de poursuivre quelque chose de grand et inspirant. Et pourtant, regardez les grands noms de l'histoire. Henry Ford a fait faillite 2 fois. Walt Disney a presque fait couler son studio à cause du dépassement de budget sur son premier long métrage d'animation. Steve Jobs a été licencié de sa propre entreprise pour être trop visionnaire et exigeant. Ils n'avaient visiblement pas peur d'être jugés. Ils n'ont pas laissé des refrains comme « ce n'est pas possible » les arrêter dans leur quête de leur but. Mais les femmes? Nous sommes souvent critiqués, ridiculisés, voire crucifiés en ligne quand nous osons manifester quelque chose de plus grand. Cela étouffe notre nature enflammée. Avoir une énergie blasée comme « oui, ce serait sympa » revient à laisser les chutes du Niagara éteindre la flamme fragile de nos rêves. Sans passion, nous n'avons aucune chance. Aucune femme ayant réussi ne l'a fait facilement. Si vous avez déjà pensé, eh bien, elle a réussi parce qu'elle vient d'une famille influente, a des meilleurs gènes, des relations VIP ou a eu de la chance, je comprends. Et oui, certaines femmes qui ont déjà manifesté leur vie épique et ce que vous désirez ont peut-être eu plus de ressources au départ. Mais je vous garantis que chaque femme a une histoire et aucune n'est facile. Et pour chaque femme qui a eu un départ privilégié, il y en a autant, voire plus, qui ont dû surmonter des circonstances tout aussi difficiles que les vôtres, si ce n'est pas pire. Elles ont simplement décidé de ne pas s'abandonner à elles-mêmes et ont trouvé comment améliorer leur vie exactement comme vous le pouvez et comme vous le ferez. Mais est-ce que cela en vaut la peine? Peut-être pensez-vous que même si votre rêve est possible, cela demanderait tant de travail, de temps et d'argent que cela n'en vaudrait pas la peine au final. Mais voici la bonne nouvelle. En entrant dans votre reine intérieure, vous deviendrez votre meilleure avocate et vous ne renoncerez jamais à vos objectifs. Vous vous concentrerez exclusivement sur leur manifestation. Votre pouvoir féminin est prêt à être activé. Réussir à réaliser vos désirs n'a pas besoin d'être douloureux, lent, accablant ou épuisant. Et soyons réalistes, même si c'était difficile, ne vaudrait-il pas mieux atteindre votre but? Pensez à ceci.
Je vois des femmes traverser des douleurs intenses, les plus grandes qu'elles aient jamais ressenties, beaucoup ayant leur corps littéralement ouvert pour donner la vie. Et pourtant, elles le font joyeusement parce qu'elles sont concentrées sur leur objectif, amener leur bébé dans ce monde. Et seulement quelques mois après, elles disent déjà « faisons-le encore une fois ». Certaines le disent encore et encore. Pas une seule femme ne m'a jamais dit qu'elle ne voulait pas d'un autre enfant à cause de ce qu'elle avait enduré pour accoucher. Elles oublient ou du moins surpassent la douleur de l'accouchement, car elles sont concentrées sur le but supérieur, amener leur enfant dans ce monde. Et pourtant, quand il s'agit de nos rêves, de notre grande vie, de ce dont nous sommes capables, nous nous arrêtons à la simple pensée que cela pourrait être difficile. Vraiment? Le pire résultat possible n'est-il pas ceci? Vivre et mourir en regrettant de ne pas avoir fait ce pourquoi vous êtes venu ici. Regardez en arrière et réalisez que vous avez regardé d'autres personnes vivre la vie que vous saviez être faite pour vous. Avoir traversé toute cette douleur émotionnelle pour constater que vous avez laissé la peur et le doute ruiner votre vie inutilement. Quoi qu'il vous ait retenu jusqu'à présent, remerciez Dieu. Ce cycle étouffant prend fin aujourd'hui. Dire que vous n'êtes pas assez bien, suivre les règles des autres, observer les autres femmes revendiquer ce qui vous est destiné, ça s'arrête ici. La décision de devenir une reine. De retour à Détroit, le statu quo ne semblait pas me préparer à débloquer le prochain niveau de ma grandeur, surtout ce vendredi soir glacial d'hiver. Après être rentrée seule à la maison, épuisée d'une autre journée de 12 heures à voir des clients et remplir une paperasse interminable, j'ai allumé Entertainment Tonight. Regardant cette émission, j'ai commencé à rêver de ce que ce serait de vivre à Los Angeles, la terre du soleil et des stars. J'y voyais des segments de Jennifer Lopez, mon animal spirituel, qui lançait un nouvel album, un film et un parfum en même temps. Jennifer Aniston défilait sur les tapis rouges avec son beau partenaire du moment et Julia Roberts traînait avec le casting d'Ocean Eleven dans la villa de George Clooney au lac de Côme. Comment faisaient ces femmes fabuleuses? Elles ne suivaient pas les règles. Elles n'essayaient pas d'être l'un des gars. Elles ne se demandaient pas « Qui suis-je pour réussir de manière spectaculaire ?» Et surtout, elles ne vivaient pas dans la peur, le manque et la limitation, des états que j'avais commencé à accepter comme normaux. Ces femmes rayonnaient, exhalant féminité et force. Elles ne réduisaient pas leur lumière, pas en faisant semblant d'être moins intelligentes, pas en minimisant leur ambition, et certainement pas en s'empêchant de faire de l'argent pour ne pas déranger les autres. Elles faisaient tout. Pourquoi pas moi? À ce moment-là, j'aurais facilement pu tomber dans le piège des comparaisons. C'est normal pour les stars de vivre ainsi, mais pas pour moi dans ma profession d'aide et de guérison. Mais au lieu de cela, j'ai revendiqué mon désir. Ces femmes m'ont montré ce qui était possible. Je ne voulais pas être invisible ou me contenter de ce que la société disait que je devais faire. Je voulais vivre une vie épique à mes propres conditions, sans aucune excuse. Je voulais être féminine, puissante, riche, généreuse et connectée aux décideurs et visionnaires. Êtes-vous avec moi? Je voulais tout. J'étais tout aussi passionnée par l'idée d'avoir un impact sur les autres que par celle de voyager à travers le monde, vivre dans une maison de rêve, faire partie d'une communauté vibrante et soutenir les causes qui me tiennent à cœur. Et c'est là, entre deux poignées de popcorn et une nouvelle prise de conscience éblouissante, que j'ai décidé il est temps de changer de carrière. S'inspirer des grands et déclarer ses ambitions. En écoutant Tony Robbins, ce coach superstar, j'ai aperçu une vision plus grande pour ma vie. Je me suis psychée, j'ai déclaré que les trompettes sonnent. J'allais déménager à Los Angeles et devenir coach de vie.
Fini la thérapeute fauchée. Le grand saut, devenir coach de vie. Ce n'était en aucun cas une décision facile à prendre. J'aimais ce que je faisais, mais je ne supportais plus les contraintes financières ni les batailles interminables avec les compagnies d'assurance. Ajoutez à cela une autre erreur coûteuse, j'avais gaspillé 100 000 $ pour une année de droit. Ne demandez pas. J'étais prête à dire adieu à ma coûteuse licence de psychothérapeute. J'étais déterminée. J'ai multiplié mes heures avec mes clients, acheté des chaussures noires résistantes à l'eau nécessaires pour mon emploi à temps partiel comme serveuse dans un steakhouse chic. J'ai ensuite rassemblé tout mon courage et les quelques pièces de monnaie que j'avais pu économiser. Et voilà, j'ai économisé assez pour prendre mon envol. J'ai quitté la maison de mes parents, pris un billet d'avion pour Los Angeles et emménagé dans un petit appartement à Santa Monica. Je me suis proclamée coach de vie extraordinaire et mon aventure entrepreneuriale a commencé. Votre vie épique vous attend. C'est maintenant à votre tour. Une vie épique vraiment? Oui. Je sais que beaucoup de gens vous disent « Soyez simplement contente de ce que vous avez », mais cela vous semble ennuyeux, n'est-ce pas? Vous êtes reconnaissante pour votre vie, bien sûr, mais vous avez envie de plus. Plus de clarté sur votre objectif de vie, une carrière glamour et internationale qui contribue au bien-être des autres, du temps pour profiter d'un bain moussant parfumé à la lavande et lire le dernier numéro de Vogue, des amis inspirants qui vous invitent dans leur deuxième maison en Thaïlande et l'énergie pour avoir des orgasmes plus d'une fois par mois. Tout cela pour une raison simple. Vous êtes destiné à plus. Vous avez un rôle incroyable à jouer dans ce monde. Vous avez mieux à faire que de simplement exister, de jongler avec vos factures, les tâches ménagères et les sorties de votre chien. Peut-être n'avez-vous jamais su qu'en tant que reine, votre emploi du temps pourrait briller d'activités inspirantes et de rendez-vous avec des gens merveilleux. Imaginez une vie sans compromis. Vous n'aurez plus jamais à enfiler un blazer bleu marine, un badge nominatif ou un tablier pour aller à un emploi monotone. Vous ne serez plus obligé de rester dans une relation insatisfaisante pour le bien des enfants. Vous ne tolérez plus de vivre dans un quartier qui ne vous inspire pas juste parce que c'est là que votre famille habite. Quelle que soit votre version d'une jolie vie, je sais à quel point toute forme de compromis peut être dévorante pour une femme intelligente, vibrante et sexy comme vous. Tout être vivant est conçu pour prospérer. C'est une loi universelle. Il existe une intelligence intérieure qui guide chaque graine de potentiel, de l'invisible au monde physique. Les grands esprits de l'histoire ont compris cette force vitale et l'ont utilisée pour créer leurs chefs-d'œuvre. L'intelligence innée du potentiel humain. Aristote a été l'un des premiers à mettre des mots sur ce concept. Il appelait cela entéléchie, un terme grec ancien qui désigne la guidance supérieure intégrée à chaque cellule vivante orientant son développement. Par exemple, l'entéléchie d'un embryon est de devenir un bébé. L'entéléchie d'un gland est de devenir un chêne. Vous aussi, vous avez une entéléchie. Sur le plan émotionnel, intellectuel et créatif, chaque être humain possède une intelligence intérieure, une sorte de feuille de route vers son plus haut niveau de sagesse, de succès, d'amour et de contribution. Cette entéléchie comprend pourquoi vous êtes ici et qui vous êtes censé devenir. Elle sait comment utiliser vos dons et talents les plus précieux pour transformer vos visions en réalité. Ainsi, nous sommes tous câblés pour le succès, y compris vous. Mais que se passe-t-il lorsque vous vivez en désalignement? Lorsque vous doutez de la grandeur de votre entéléchie, des symptômes apparaissent. Frustration, stagnation, indécision, peur et résistance. C'est là que les spirales de pensée nocturnes prennent le dessus, ruinant votre énergie et vos projets encore et encore. Se connecter à sa guidance intérieure.
Quand vous prenez conscience de votre entéléchie et que vous vous alignez avec elle, vous accédez à une guidance divine. C'est cette force qui alimente les chefs-d'œuvre et inspire les plus grandes contributions au monde, que ce soit en médecine, en technologie, en art ou ailleurs. Pourquoi désirons-nous toujours plus? Parce que notre entéléchie nous pousse constamment à croître. C'est naturel, c'est comme cela que nous sommes conçus. Revendiquez votre grandeur. La société nous a conditionnés à croire que vouloir plus est égoïste, irréaliste ou extravagant. Et pourtant, vouloir plus est exactement comme la nature nous a créés. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas inapte, vous suivez simplement de mauvais conseils donnés par des personnes bien intentionnées mais mal informées. Peut-être êtes-vous aussi tellement submergé que vous avez basculé en mode automatique, enchaînant les tâches sans réelle conscience. Mais cela ne signifie pas que vous êtes incapable ou indigne. Vous n'avez simplement pas encore vu le modèle d'une vie royale, du moins pas à un niveau qui résonne avec ce que vous désirez profondément. Réactivez votre guidance intérieure. Pour renouer avec cette force divine et naturelle qui vous habite, vous devez revenir à vos désirs d'enfant, croire profondément en leurs possibilités, passer à l'action audacieusement. Étape 1. Revenir à vos désirs d'enfant. Souvenez-vous des rêves et des passions qui illuminaient votre enfance. Qu'est-ce qui vous faisait perdre la notion du temps? Quel moment nourrissait votre âme? Avec qui ou dans quelle situation étiez-vous la plus heureuse? Prenez un instant pour réfléchir et notez-les. Étape 2. Croire que c'est possible pour vous. Croire que vos désirs sont non seulement réalisables, mais qu'ils vous sont destinés est une condition fondamentale. Cette foi va bien au-delà d'un simple espoir et d'un vœu pieux. Elle exige une certitude intérieure. Mon entéléchie m'a été donnée pour que je réalise mon plus haut potentiel. Chaque femme doit cultiver en elle la conviction que ses rêves comptent et qu'elle est pleinement capable de les manifester. Étape 3. Passez à l'action audacieusement. La clé pour transformer vos rêves en réalité est de prendre des actions inspirées, même petites, dans la direction de vos objectifs. Cela peut commencer par un geste aussi simple que acheter des pinceaux pour reprendre la peinture, réserver un cours de yoga ou s'inscrire à un atelier de développement personnel. Et cela peut aller jusqu'à poser des gestes majeurs comme quitter un emploi qui ne vous inspire pas, lancer un projet passionnant ou partir en voyage pour vous reconnecter à votre essence. Le rôle de la reine en vous. Votre reine intérieure a la réponse. Elle sait ce que vous désirez et comment y parvenir. Elle vous invite à écouter votre intuition, à oser rêver grand et à agir en alignement avec votre vérité. Cette partie de vous, souvent enfouie sur les attentes de la société, est prête à vous guider vers votre vie épique. Votre vie épique ne concerne pas que vous. Quand vous vivez pleinement votre grandeur, vous inspirez et élevez les autres autour de vous. Chaque reine qui décide de revendiquer sa lumière crée un effet domino de bénédiction. Vous ne brillez pas seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui ont besoin de voir que c'est possible. Passez à l'action maintenant. Laissez derrière vous le doute, les excuses et la peur du jugement. Votre reine intérieure vous attend. Elle est prête à écrire une nouvelle histoire. L'audace de vivre une vie épique. Pour transformer votre vie en une aventure véritablement épique, vous devez accepter l'idée que la grandeur n'est pas réservée à quelques élus. Elle est accessible à vous aussi. Cependant, cela demande de la clarté, de la foi et des actions audacieuses. Se libérer des croyances limitantes. Nous avons souvent été conditionnés à penser qu'il est irresponsable de rêver grand ou que poursuivre nos passions est une perte de temps et d'argent. Mais regardez les figures emblématiques qui ont marqué l'histoire. Henry Ford a fait faillite 2 fois avant de révolutionner l'industrie automobile.
Walt Disney a presque ruiné son studio lors de la production de son premier film d'animation. Steve Jobs a été investi de sa propre entreprise avant de la transformer en un empire mondial. Ces hommes n'ont pas laissé les jugements ou les échecs les définir. Ils ont osé aller au-delà des limites imposées par la société. Pourquoi pas nous les femmes? Pourtant, lorsqu'une femme ose manifester ses rêves, elle est souvent critiquée, moquée ou même attaquée. Cela éteint notre feu intérieur. Ce manque de passion et de confiance nous pousse à nous contenter de moins. Mais en tant que reine, nous ne pouvons pas nous permettre de rester invisibles ou limités. Reprogrammez votre mentalité. La clé pour une vie épique réside dans votre mentalité. Étape 1. Se reconnecter à vos désirs. Quelles étaient vos aspirations enfantines? Quel moment vous faisait vibrer? Revenez à ces souvenirs et laissez-les guider vos pas aujourd'hui. Étape 2. Croire en votre potentiel. Votre Étéléchi, cette force divine en vous, est conçue pour vous propulser vers votre plein potentiel. Apprenez à lui faire confiance et laissez-la guider vos choix. Étape 3. Prendre des mesures audacieuses. Peu importe la taille de l'action, l'important est de commencer. Cela peut être aussi simple que planifier un moment pour vous reconnecter à vos passions. Investir dans votre éducation ou votre bien-être, ou dire non à ce qui ne vous sert plus. Une prière pour la vie épique. Cher Dieu, ouvre-moi à la vision de mon potentiel. Aide-moi à dire oui à mon plus grand objectif et à y croire profondément. Ancre-moi dans ma vie épique afin que je puisse contribuer au plus haut niveau. Sers-toi de ma lumière pour illuminer ce monde. Amen. Chapitre 1. Conclusion. Votre vie épique est à portée de main. Tout commence par un choix, celui de vivre pleinement, de croire en vous-même et d'agir avec audace. Prête à avancer avec confiance dans votre lumière et à embrasser votre grandeur? Alors préparez-vous à éveiller la reine qui sommeille en vous et à devenir la meilleure version de vous-même.